Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne d'Entre les mots. Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur cette toute nouvelle chaîne donc, et dans cette vidéo que j'ai décidé d'intituler « Faire renaître la lumière ». D'abord en raison de la réouverture des cinémas en 2021, qui a fait suite à plus de 6 mois d'interruption pour la diffusion en salle, et donc pour l'occasion on a eu le droit à la sortie de nombreux films qui devaient sortir en 2020 et 2021. Ça m'a donc donné envie de faire une sorte de rétrospective de l'année 2021 qui, quoi qu'on en pense, a quand même vu de nombreuses grosses sorties attendues par les spectateurs. Alors nécessairement, on va pas parler de tous les films qui sont sortis en 2021, mais je pense qu'on en abordera une vingtaine à peu près. Et quel meilleur moyen de commencer cette série qu'avec un film de Leos Carax, promis depuis 2012, c'est aussi pour ça que la vidéo s'appelle ainsi. Un film avec Adam Driver, qui peut être considéré comme l'un des meilleurs acteurs, si c'est le meilleur acteur de ces dernières années, et puis avec une bande originale des Sparks qui a animé la scène pop-rock dans les années 70-80. Je dois dire que la première chose qui est prégnante quand on découvre le film, c'est son rapport au spectacle, sa dimension spectaculaire d'une certaine manière. Évidemment, dès les premiers mots, l'adresse aux spectateurs, mesdames, messieurs, qui réclament la plus complète des attentions jusqu'à l'interdiction même de respirer. Aucune respiration ne sera tolérée durant le show. Alors je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on peut respecter totalement ça. D'ailleurs ça ressemble presque à une mesure anti-Covid finalement. On assiste alors à 3 spectacles différents. Le premier, celui de Henry McHenry, interprété par Adam Driver, qui est un stand-upper provocateur, qui prend à partie le public et met en scène sa noirceur, son côté abyssal, on pourrait dire. Le deuxième, c'est celui d'Anne Defrénou, une chanteuse lyrique, qui met en scène sa propre mort, ou plutôt qui est mise en scène dans sa propre mort. Là, on retrouve une réflexion sur le fond de la littérature et des arts du spectacle vivant, sur la place des femmes dans ses œuvres, qui se conclut presque exclusivement par la mort de celle-ci. Et enfin, le dernier spectacle auquel on assiste, peut-être le plus évident d'ailleurs, c'est celui de la comédie musicale, ou plutôt de l'opéra rock. Et alors une chose qui m'a particulièrement frappé lorsque j'ai découvert le film, c'est à quel point on est surpris par les événements et à quel point ils sont imprévisibles. Il y a un côté assez mystérieux au début du film, et en tant que spectateur, on est emporté par les événements. Je sais que personnellement, j'avais pas ressenti ce sentiment d'inattendu depuis Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, et je sais que c'est quelque chose qui m'attire particulièrement dans un film, le fait de me dire que tout peut encore arriver. Et c'est une chose qui est possible jusqu'à un certain moment dans un film, parce qu'arrivé au milieu, on finit par avoir davantage des choix qui se dessinent, le choix entre tel ou tel dénouement, mais en réalité c'est souvent quelque chose de très binaire, on se dit que ça va se résoudre de telle manière, ou alors par son strict opposé. Mais ici, l'idée que tout peut arriver est présente jusqu'à très tard, je dirais jusqu'à la représentation lors de l'événement sportif. Si je devais donner un moment précis, je pense que ce serait celui-là. D'ailleurs, toute la tension qui s'était accumulée jusqu'à présent se relâche à ce moment précis, et même si les 2 dernières scènes apportent aussi quelque chose de nouveau, c'est davantage une sorte de dénouement ou de résolution. Je pense que ça s'explique par le fait que la présentation des personnages est assez longue, environ une demi-heure je crois, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le James Bond qui est sorti cette année, et dont on parlera plus tard. Et la première des péripéties, c'est cette opposition entre le personnage d'Anne et cette histoire d'amour plutôt, d'ailleurs, entre le personnage d'Anne et de Henry, qui est marquée par une vraie opposition entre 2 milieux différents, celui du chant lyrique, de l'opéra, et celui du stand-up, donc d'un art plutôt populaire pour le stand-up, et un art plutôt un art majeur, comme on pourrait dire, qui en tout cas est apprécié et suivi par un nombre d'individus plus réduit. Il y a donc une distinction sociale assez évidente entre le personnage d'Henry et Anne, entre un être parfait et un ignoble insecte, selon les mots du personnage d'Henry. En plus de ça, ils s'opposent par leur corps, celui d'Anne est plutôt frêle, et celui de Henry est vraiment imposant pour le coup, ce qui est d'ailleurs une volonté de Leos Carax, à en croire une interview d'Adam Driver. De la même manière, Anne a les cheveux courts et clairs, et ceux de Henry sont longs et foncés, et on ressent bien le côté bestial d'Adam Driver à travers la longueur de ses cheveux justement, qui lui donne un côté animalier, et d'ailleurs quand il garde Annette au milieu du film, il se regarde dans le miroir et il voit en lui-même un gorille, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi lorsqu'il se bat avec le chef d'orchestre interprété par Simon Helberg, quand il le pousse avec son ventre et qu'il a vraiment ce côté bestial pour le coup.
Et enfin, il y a la couleur utilisée pour représenter les deux personnages. D'abord des couleurs plutôt claires et chaudes pour le personnage d'Anne, donc un jaune un peu or et un rouge terne. Et des couleurs plutôt foncées pour représenter le personnage de Henry, des couleurs noires et vertes, qui, quand on y pense d'ailleurs, rappellent les couleurs utilisées dans Harry Potter, les Serpentards par rapport au Gryffondor, le sombre par rapport au clair. Une photo qui illustre très bien ça d'ailleurs, c'est la photo utilisée en miniature de cette vidéo justement, qui montre les habits noirs et verts de Henry, et les couleurs chaudes portées par le personnage d'Anne lorsqu'ils s'embrassent devant les journalistes et qui sont eux-mêmes en représentation. Un plan qui illustre très bien ça dans le film, c'est le panoramique de la piscine vers la chambre, donc la piscine qui est illuminée en vert et la chambre qui est plutôt orange-beige. On a d'un côté la piscine en verte qui représente les meurtres d'Henry, surtout celui du chef d'orchestre, et de l'autre côté on a la maison et plus particulièrement la chambre qui représente Anne et d'une certaine manière la sérénité qu'incarne le domicile familial. Ce qui est d'ailleurs aussi l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur étant vu comme quelque chose de rassurant et l'extérieur comme quelque chose de dangereux. Voilà, donc je trouve ce plan particulièrement éloquent, puisque sans dire un seul mot, on comprend beaucoup de choses, ou du moins on les ressent. Il y a aussi, pour terminer cette liste d'oppositions, une opposition entre la représentation par rapport aux fruits des personnages, qui dit comme ça peut être assez étrange, mais on remarque que le personnage d'Anne est associé à la pomme, et le personnage de Henry est associé à la banane. Alors il se trouve que c'est le fruit que mange chacun des personnages respectifs avant leur représentation. Et finalement, la pomme qui représente souvent la femme, dans les récits, à travers le mythe du Jardin d'Éden notamment, mais aussi à travers la pomme que croque Blanche-Neige avant de mourir, une image qui renvoie encore à la mort d'une femme dans une fiction. On remarque d'ailleurs que un des premiers plans sur Anne du film, c'est elle qui est allongée dans sa loge avec une pomme à la main, et on peut croire à ce moment-là qu'elle est morte. Et donc de l'autre côté, encore une fois, on a la banane, qui représente le personnage d'Henry, qui est un symbole plutôt comique pour le coup, c'est la banane sur laquelle on glisse, et qui est également un symbole phallique, donc masculin. Et donc il y a vraiment une opposition presque naturelle entre les deux personnages, ce qui crée presque un effet de suspense sur le fait de savoir comment cet amour, cette histoire d'amour va s'éteindre finalement. Annette, c'est aussi le rapport entre les personnages et leur époque, leur rapport à la modernité d'une certaine manière, puisque à travers chaque personnage se développe une problématique. Pour Henry, par exemple, c'est la question du rapport entre l'homme et la femme. Une femme dont la carrière, à un moment, est plus prestigieuse que la sienne. Une femme avec laquelle il va également utiliser son rapport de force, et qui, même s'il ne la tue pas, est tout de même responsable de sa mort. Pour Anne, on pose la problématique du rapport de la mort de la femme sur scène, dans l'histoire de la littérature, du théâtre et de l'opéra. Et pour Annette, on retrouve la question de l'exploitation de l'enfance par ses parents. Alors ces trois problématiques qui n'ont de sens qu'aujourd'hui, même si le rapport de l'homme à la femme a toujours été traité, il est traité d'une manière particulière aujourd'hui, et donc ça reflète les questionnements actuels de notre civilisation, avec un traitement plutôt original, celui de se préoccuper du sort de son ennemi. Alors c'est une paraphrase de Léos Carax lors d'une interview, qui disait que c'était quelque chose dont on se préoccupait peu aujourd'hui, et le film met en scène un anti-héros, un personnage masculin qui est davantage un bourreau qu'une victime, sauf dans les deux dernières scènes, lors desquelles la tendance s'inverse, et le spectateur éprouve enfin, à défaut d'avoir de l'empathie, de la pitié et de la tristesse pour le personnage. Mon avis sur le film, c'est que c'est une réussite dans sa globalité. La musique, puisque j'en ai assez peu parlé finalement, est une vraie réussite, je trouve. On a des musiques qui sont à la fois pop et rock. So May We Start, We Love Each Other So Much, et You Used to Love, pardon. Qui m'a d'ailleurs énormément fait penser, une séquence qui m'a fait énormément penser à The Wall d'Alan Parker. Et on a aussi des airs plus lyriques, avec le thème The Forest par exemple, qui est repris après par Annette, et qui montre bien l'opposition entre deux styles justement, le style pop-rock qui est plus associé au personnage d'Henry, encore une fois, et le style lyrique, opératique de la musique de film, qui est plus associé au personnage d'Anne. On a aussi la dernière musique, Sympathy for the Abyss, que je trouve incroyable personnellement. Alors je ne pourrais que vous conseiller d'écouter la bande originale. Je sais qu'elle est sortie en intégralité il y a un mois,
Et voilà, donc de ce point de vue, c'est une réussite complète, avec des airs qui restent dans la tête pendant plusieurs jours. Je crois que We Love Each Other So Much, il m'est resté vraiment 2-3 jours dans la tête. Et je crois que ça réside dans le fait que les mélodies sont assez simples, les accords aussi d'ailleurs. Ce sont très souvent des triades, donc ça parlera aux musiciens parmi vous. Mais en revanche, les progressions d'accords sont beaucoup plus complexes. Celle de We Love Each Other So Much, il me semble que c'est un 2, 7, 6, 4. Donc il y a une progression très très rare, parce qu'on commence par un accord mineur, ce qui est plutôt rare. Et les 3 premiers d'ailleurs ont une vocation plutôt mineure, alors que le dernier est un accord majeur. C'est ce qui va donner d'ailleurs tout ce côté pop et ce côté presque glorieux de la musique finalement. Et je trouve aussi que contrairement à ce qu'il y a pu se dire, me semble-t-il, Adam Driver chante bien, voire très bien. Ça m'a fait un peu penser parfois à la voix de Chris Cornell, pour ceux qui connaissent, qui a une certaine fragilité dans la voix, qui est très belle je trouve. Alors évidemment c'est pas hyper technique, mais c'est beau. Je trouve également qu'il n'y a rien à redire sur sa performance d'acteur, enfin ça paraît beaucoup plus évident évidemment, mais c'est pas le cas par exemple de Marion Cotillard, qui par moments a un jeu un peu moins convaincant. Je pense notamment au moment où elle est seule dans la maison et qu'elle chante, voilà, j'ai trouvé ça un peu en dessous. Sinon concernant le chant, c'est plutôt surprenant dans le bon sens, pour les parties qu'elle chante, parce qu'elle ne chante pas exclusivement. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne performance. En ce qui concerne la mise en scène, j'ai trouvé ça très réussi dans l'ensemble. Je trouve par exemple que le côté artificiel du décor lorsqu'ils sont sur le bateau donne un côté presque rêvé de l'histoire, un côté artificiel ou très théâtral, très Broadway pour le coup, puisqu'on a affaire à des trucages qui sont perçus comme tels et non pas comme des effets qui se voudraient réalistes. Et j'ai trouvé ce côté artificiel, matériel, très beau, particulièrement le fait que Annette soit une marionnette, ce qui en dit long sur le sens, mais aussi sur la sensation qu'on éprouve en tant que spectateur. Et le côté moins réussi, pour le coup, j'ai trouvé que la mi-temps, par exemple, de Light Ball, qui représente clairement le Super Bowl, tout l'aspect image de synthèse, qui représente l'arrivée du personnage et la présence du public, voilà, j'ai trouvé ça moins réussi pour le coup. Et d'une manière générale, j'ai eu la sensation, peut-être fausse, qu'il ne s'agissait pas réellement d'un film de Leos Carax, mais plutôt de celui des Sparks, même si évidemment il réalise et beaucoup de choses sont très liées à ses films précédents. Voilà, j'ai trouvé que le goût Leos Carax était absent dans ce film-là. Mais pour la mise en scène, je voulais surtout parler de 2 plans que j'ai particulièrement appréciés. Le premier, c'est celui du chef d'orchestre, lorsqu'il raconte son histoire avec Anne et que la caméra tourne autour de lui à 360 degrés, qui sans surprise a nécessité beaucoup de prises pour le coup. 24 il me semble, à en croire les responsables du son que j'ai pu rencontrer lors d'une projection au cinéma Grand Action à Paris. Et le second plan, c'est celui de la mi-temps lors de Light Ball, lorsqu'il y a un travelling avant sur le visage d'Adam Driver qui se couvre la bouche et donc on ne voit que ses yeux. Et à ce moment-là, il fait une sorte de sourire alors qu'il a les larmes aux yeux. Et vraiment, je trouve que ce plan dégage une vraie puissance rare, à la fois par le jeu d'acteur, mais aussi par la mise en scène qui finalement est très simple, mais qui intensifie le jeu de Adam Driver. Voilà, j'aurais bien aimé savoir ce qui était écrit au scénario pour ce plan-là, parce que je pense que c'est indescriptible par écrit justement, et c'est finalement le but du cinéma. Voilà, donc c'est vraiment un film qui aura marqué mon année, d'abord parce que j'ai été le voir 3 fois. D'ailleurs, je vous le recommande évidemment, et je crois qu'il est disponible sur Amazon maintenant, et en DVD d'ailleurs. Et je vous conseille aussi le documentaire qui est sorti sur France 3, alors je sais pas comment il est possible de le retrouver maintenant, mais qui s'appelait Baby Annette, à l'impossible ils sont tenus, voilà, qui reprend une phrase de Michel Piccoli dans Mauvais sang, que je vous conseille évidemment, ainsi que toute la filmographie de Leos Carax. Et voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer cette vidéo pour découvrir les prochaines. Et d'ici là, je vous dis à très vite.